Michel Garvey, le 1er juillet 1982, le corps d'une femme blanche a été retrouvé à Baytown, Texas. Décrite comme une jeune femme entre 15 et 20 ans, elle avait les yeux bleus, les cheveux roux bouclés et une cicatrice sur un pied. Elle mesurait environ 1,55 m à 1,60 m et avait une oreille percée. Jane Doe portait principalement des vêtements marrons, y compris une chemise à manches longues avec des boutons et une broderie distincte sur les poches de la poitrine qui montraient un cheval ainsi que des pantalons en velours côtelé. Les autorités ont déterminé que son corps avait été abandonné dans le champ où elle a été trouvée seulement quelques heures après sa mort. Elle a été découverte près des corps de 2 autres personnes non identifiées qui ont depuis été surnommées les Does du comté de Harris. Jane avait été agressée sexuellement. Sa chemise était déboutonnée et elle n'avait ni soutien-gorge ni chaussures et elle avait été étranglée à mort. Bien que des tentatives aient été faites pour trouver le nom de la jeune fille, les enquêteurs ont rapidement manqué de pistes et l'affaire est derrière restée en suspens pendant plusieurs décennies. En mai 2011, le corps de Jane Doe a été exhumé pour un prélèvement d'acide désoxyribonucléique. Un enquêteur en ligne qui fréquentait le site WebSleuths est tombé sur la reconstitution de la fille et a pensé qu'elle ressemblait à une adolescente disparue du Connecticut. L'enquêteur a transmis cette information au Centre national pour les enfants disparus et exploités, ainsi qu'au médecin légiste du comté de Harris. Puis en 2014, Jane Doe a retrouvé sa véritable identité, après que son acide désoxyribonucléique a été comparé à celui de son frère. Son nom était Michelle Angela Garvey. Michelle était née le 3 juin 1967 à Jersey City, New Jersey, de ses parents John et Patricia. Au moment de sa disparition, elle vivait avec ses parents et son frère aîné, Sean, à New London, Connecticut. Elle a été vue pour la dernière fois vivante le 1er juin 1982, où elle avait fui de chez elle, âgée de seulement 14 ans. On pensait qu'elle avait tenté de fuir vers son état de naissance ou de se rendre en Caroline du Nord. Et selon le Centre national pour ses 4 enfants disparus non exploités, elle avait une longue histoire de fugue. Bien que les détails supplémentaires sur les raisons de ses actes et sur ce qu'était sa vie à la maison restent inconnus. On ignore également quels ont été les derniers mouvements de Michelle après sa fugue. Sa famille pensait apparemment qu'elle avait fui et commencé une nouvelle vie sans eux. Les enquêteurs pensent qu'elle s'est échappée de sa maison par une fenêtre, puis a fait de l'autostop dans le but d'atteindre sa destination. Et ceux qui travaillent encore sur l'affaire cherchent à découvrir comment elle a fini au Texas et pourquoi. On soupçonne que Michelle Slaying était liée au tristement célèbre meurtre du Texas Killing Field, bien que les enquêteurs n'aient pas annoncé de lien définitif entre les deux. Michelle a été enterrée en mars 2014 à Montville, Connecticut. Son cas reste ouvert et n'a pas été résolu pendant 38 ans. David Stack. Le 10 juin 1976, le corps d'un jeune homme blanc a été trouvé dans une décharge près d'une station d'épuration en Utah. On estimait que le jeune homme avait entre 17 et 21 ans, mesurait 5 pieds 9 pouces et pesait environ 170 livres. Il avait les cheveux bruns ondulés jusqu'aux épaules, une légère moustache et barbe et les yeux marrons, et portait une chemise beige ou grise, une ceinture noire et un jean avec des patchs sur les genoux. Il n'avait pas de chaussures. Il avait également plusieurs marques distinctives sur son corps, une cicatrice blanche sur son front, une cicatrice de vaccination sur son épaule gauche et une autre sur son poignet gauche. Le pied droit de John Doe présentait également des déformations en marteau, ce qui signifie que les bouts de ses orteils pointaient vers le bas. Cela pourrait être dû au port de chaussures trop serrées, mais cela pourrait également avoir été causé par d'autres facteurs. Comme il n'avait pas d'identité, les enquêteurs n'ont pas pu déterminer le nom du jeune homme, malgré leurs demandes dans la région. Ils ont cependant découvert qu'il avait été vu pour la dernière fois vivant dans la ville voisine de Wendover dans l'Utah vers 3 heures de l'après-midi, la veille de sa découverte. Cependant, après cela, l'affaire John Doe a commencé à disparaître de la lumière publique et a finalement été fermée en raison d'un manque de pistes. Il a été enterré dans un cimetière local.
Au cours des premières années de l'enquête, de nombreux détails de l'affaire du jeune homme ont été gardés sous silence. Ce n'est qu'en 2010, lorsque son profil a été entré dans la base de données du site web du Centre national pour les enfants disparus et exploités, que diverses caractéristiques de l'affaire ont été divulguées. Par exemple, il n'avait jamais été dit auparavant au public que John Doe était mort de 2 balles dans la tête. 4 ans plus tard, en 2014, son affaire a été officiellement rouverte. 2 détectives avaient assisté à une conférence sur les affaires non résolues et avaient appris de nouvelles méthodes pour collecter des échantillons d'acide désoxyribonucléique et dentaire, ce qui les avait incités à réexaminer la mort de John Doe. Une nouvelle reconstruction faciale médico-légale a également été créée et diffusée à cette époque et présentée au public, bien qu'elle ne semble malheureusement pas avoir apporté de nouvelles pistes. Puis, en 2015, une grande avancée est survenue. Les dossiers dentaires de John Doe se sont avérés similaires à ceux d'un adolescent disparu. En conséquence, son corps a été exhumé et des preuves acides désoxyribonucléiques ont été extraites et comparées à ses potentiels parents. Le 11 août de la même année, il a été annoncé qu'après 39 ans, John Doe avait un nom. Il était David Arthur Stack du Colorado. David, ou Dave pour sa famille, était un jeune de 19 ans qui avait obtenu son diplôme du lycée de New Milford en 1975 et avait 7 frères et sœurs. En apprenant la nouvelle, sa plus jeune sœur, Diane, a dit « Nous avons toujours espéré que c'était quelque chose de mieux que ce que ça a fini par être », tandis que son frère, James, a ajouté « J'ai toujours pensé qu'il était allé en Alaska ». Dave était aimé de sa famille et apparemment était le frère le plus populaire avec beaucoup d'amis proches. Il aimait les concerts de rock et les fêtes, et était décrit par ses frères et sœurs comme charmant et charismatique. En 1976, il a décidé de faire de l'autostop jusqu'en Californie pour voir l'un de ses frères et sœurs. Il a été vu pour la dernière fois le 1er juin à la maison de sa famille à Broomfield, Colorado, cette année-là. Il n'est pas clair si sa famille a ensuite déposé un rapport de personnes disparues, car il semblait croire qu'il était arrivé à destination sans encombre. Lorsqu'ils n'ont plus eu de ses nouvelles, la famille a évoqué de nombreuses théories différentes, y compris qu'il avait commencé une nouvelle vie, qu'il avait déménagé en Europe ou qu'il avait développé une amnésie. Dans des interviews récentes, les frères et sœurs ont affirmé l'avoir cherché pendant la plupart de leur vie. Après avoir été identifié, le corps de Dave a été ramené à sa famille pour être réinhumé. L'enquête sur sa mort est toujours en cours. Patrice Corley. Le matin du 19 avril 1990, un employé de la station-service pilote a été choqué de trouver le corps partiellement vêtu d'une jeune femme près d'une benne à ordures derrière l'arrêt de camions animés au bord de l'Interstate 70 à Hebron, Ohio. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle a trouvé la victime d'un meurtre horrible. Jane Doe, qui a plus tard été surnommée la Jane Doe du comté de Lee King, avait été brutalement battue à mort et avait subi un traumatisme crânien grave à l'arrière de la tête. Tous ses vêtements avaient disparu à l'exception d'une paire de sous-vêtements et ses bijoux avaient disparu. Les enquêteurs soupçonnaient que cela avait été volé et théorisaient que Jane Doe était une travailleuse du sexe. La station-service où son corps avait été abandonné était connue pour être toujours animée, fréquentée par des voyageurs et des chauffeurs de camions. En raison de cela et de l'absence d'identité de Jane Doe, la police ne se sentait pas très encouragée à résoudre cette affaire. Ils estimaient qu'il y avait eu trop de monde dans la région et qu'ils ne seraient probablement jamais en mesure de retracer l'auteur du crime. Lors de son autopsie, il a été découvert que Jane Doe avait donné naissance à un moment de sa vie, ce qui a renforcé la détermination des enquêteurs à trouver son nom et son meurtrier. Car, disait-il, elle était la mère de quelqu'un et la fille de quelqu'un. Ils ont également découvert qu'elle avait été retrouvée dans les 12 heures suivant son décès. Elle a été décrite comme mesurant 1,57 m et pesant 50 kg avec un petit grain de beauté sur le côté droit de l'arête de son nez et un autre sur sa joue droite. Elle avait les yeux marrons et les cheveux châtain-roux. Cependant, l'élément de preuve le plus crucial qui a été trouvé était l'acide désoxyribonucléique masculin situé dans les sous-vêtements de Jane Doe. Un résultat partiel sur cet acide désoxyribonucléique a conduit les enquêteurs à se rendre en Iowa à l'été 2013. Mais cette piste s'est avérée être une impasse car un second test acide désoxyribonucléique sur le suspect n'a montré aucune correspondance.
Une famille en Caroline du Sud s'est alors manifestée, croyant que Jane Doe était leur mère disparue, mais cela s'est également avéré être faux. Peu de temps après que son autopsie a été terminée, Jane Doe a été enterrée à l'extérieur de Newark et a reçu une pierre tombale en granit par un États-Unis, vétéran des Marines et ministre de l'Église du Christ, qui a fait graver sur la pierre Jane Doe et la date à laquelle elle a été trouvée. Ce n'est qu'en août 2017 que la véritable identité de Jane Doe a été révélée après que sa belle-sœur a déposé un rapport de personne disparue en 2016, ce qui a conduit à une correspondance acide désoxyribonucléique. Le vrai nom de Jane était Patrice Anita Corley. Elle était une mère de 29 ans d'un enfant qui a été vue pour la dernière fois le 4 décembre au Kentucky en 1989. Dans les mois qui ont suivi sa disparition, la belle-sœur de Patrice a tenté de déposer un rapport de personne disparue. Mais on lui a dit qu'elle ne pouvait pas parce qu'elle n'était pas une parente de sang. Après qu'elle a été identifiée, les enquêteurs ont reçu ce qu'ils ont appelé des pistes significatives dans le cas de Patrice, mais jusqu'à présent son meurtre est resté non résolu. On sait peu de choses sur sa vie. Le seul suspect du crime est le tueur en série de prostituées de l'Ohio. Un tueur en série non identifié soupçonné d'être un camionneur qui se faisait appeler Docteur Non sur la radio CB. On pense qu'il a fait des travailleuses du sexe ses proies de 1981 jusqu'à 1990. La police continue de travailler sur le cas de Patrice. Toute personne disposant d'informations est encouragée à contacter le bureau du shérif du comté de Lee King au 740-670-5555. Annie Lehman. C'était le 19 août 1971 lorsqu'un homme et son jeune fils se promenaient dans une zone en dehors de Redwood Highway en Oregon à la recherche de champignons à ramasser. La zone, connue localement comme un site de décharge, était près du kilomètre 35, le long de cette portion de route dans le comté de Joséphine et proche de la frontière Californie-Oregon. Alors que le duo cherchait, ils ont vu quelque chose sous les débris et ont rapidement réalisé qu'ils étaient tombés sur des restes humains. On estime que la jeune fille non identifiée trouvée sur les lieux avait entre 14 et 25 ans. Elle mesurait 1,62 m et pesait environ 57 kg. Ses cheveux étaient auburn avec des mèches blondes et les autorités l'ont donc surnommée Annie Doe, d'après le personnage de la comédie musicale Annie. Elle portait un manteau à carreaux roses et beige, un jean et un pull à col roulé à manches longues beige et marron clair. Ses chaussures étaient de taille 40 et étaient en cuir marron avec des boules carrées et des boucles dorées. Annie Doe avait également plusieurs bijoux distinctifs, une bague tressée avec une pierre de nacre et les lettres A-L dessinées sur le dessus de la pierre, ainsi qu'une bague en argent que les enquêteurs pensaient être une bague de promesse ou un anneau d'amitié. Cette bague avait les initiales MH estampillées dessus. En sa possession, Annie Doe avait 3800 en monnaie et une carte des sites de loisirs en Californie. La cause de sa mort n'a pas pu être déterminée. En raison de la carte que la jeune fille portait, les enquêteurs soupçonnaient qu'elle avait fait une visite touristique, peut-être avec sa famille. Ils ont également envisagé la possibilité qu'elle soit tombée victime du tueur du Zodiac, qui était actif à cette époque. Cependant, ce n'étaient là que les seules théories que les autorités avaient et il est devenu difficile de déterminer quoi que ce soit sans le véritable nom de leur victime. Alors qu'il y avait une brève lueur d'espoir à un moment donné, au début de l'enquête, lorsque l'on pensait qu'Annie Doe était une personne disparue du Massachusetts, cette piste s'est rapidement éteinte. Par conséquent, l'affaire a commencé à se refroidir. Puis en 2017, des tests d'isotopes ont été effectués sur Annie Doe. Les autorités ont découvert qu'elle venait probablement du nord-est des États-Unis ou de la région des Grands Lacs. Ils ont également fait réaliser un nouveau croquis composite de la jeune victime. Un an plus tard, le acide désoxyribonucléique d'O-Project a pris son cas et, après 48 ans, Annie Doe a finalement été identifiée. Son nom était Anne-Marie Lehman et par coïncidence, sa famille l'appelait Annie. Elle était une jeune fille de 16 ans qui avait disparu d'Aberdeen, État de Washington, à l'hiver ou au printemps de 1971.
Sa sœur aînée, Virginia, est restée là-bas et c'est son acide désoxyribonucléique qui a été utilisé pour faire le match. Annie est née en août 1954 de Norma et Albert. Norma était originaire d'Angleterre et plusieurs des parents d'Annie avaient été retracés là-bas lorsque le projet acide désoxyribonucléique d'eau recherchait sa véritable identité. Le père d'Annie, Albert, était alcoolique. Elle aurait apparemment souffert d'une vie familiale malheureuse, ce qui était considéré comme la raison pour laquelle elle est partie. Elle avait aussi un frère nommé Alan, qui n'avait que 4 ans au moment de sa disparition. Malheureusement, au moment où le vrai nom d'Annie a été découvert, mais il était déjà décédé, tout comme leurs parents et demi-sœurs. On ne sait pas si Annie a jamais été signalée disparue et les circonstances entourant sa disparition sont également indéterminées. Selon le détective principal sur le cas de la jeune fille de 16 ans, sa sœur, Virginia, leur a dit qu'elle se souvenait avoir vu Annie faire ses bagages un jour. Quand elle a demandé ce qu'elle faisait et où elle allait, sa petite sœur lui a dit qu'elle partait avec une femme plus âgée que Virginia ne connaissait pas. Cette femme a été retrouvée plus tard par un autre parent, cependant, qui a été informé qu'Annie avait peut-être été emmenée à San Francisco et vendue dans le commerce du sexe. Il a également été question d'un homme de McCleary dans l'État de Washington qui aurait pu être un associé de la femme avec qui Annie était partie, mais les détails concernant cet homme restent flous. Dans l'ensemble, le cas d'Annie est très obscur. On connaît peu de détails sur sa vie familiale ou les circonstances de sa disparition et de sa mort ultérieure, mais les détails que nous connaissons dessinent un tableau très tragique. Le cas d'Annie fait toujours l'objet d'une enquête. Toute personne disposant d'informations est encouragée à contacter le bureau du shérif du comté de Joséphine au 54 147 45 123. Et voilà, vous avez les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Si vous avez encore faim de contenu sur les crimes réels, vous pouvez écouter le podcast du détective des affaires non résolues en suivant le lien ci-dessous. Merci d'avoir regardé. Restez alerte, restez en sécurité et je vous verrai la prochaine fois.